Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les dettes découlant des engagements pris par le gouvernement béninois avant 2016 seront apurées. C'est la volonté du gouvernement de Patrice Talon qui se soucie du bien-être des travailleurs. Cette décision est positivement appréciée par les travailleurs rencontrés dans les rues de Cotonou. Échange entre douaniers et opérateurs économiques à Parakou. Le but visé par l'administration douanière est d'évacuer les incompréhensions qui sont nées ces derniers jours entre les disciples de Saint-Mathieu et certains opérateurs économiques étrangers. Le Bénin dispose désormais d'un nouveau guide de planification en matière de politique de développement. C'est une boussole qui oriente dans la conception des stratégies et des plans de développement. Vous suivrez la présentation officielle du document dans un instant. Bonsoir et merci de votre fidélité. Vous le savez déjà, le gouvernement va débloquer 15 milliards de francs CFA pour les travailleurs au titre des arriérés de 2016. C'est une bonne nouvelle annoncée par Patrice Talon hier à l'occasion de la séance de travail qu'il a eue avec les partenaires sociaux. Jérôme Bosch, en Obima. La séance de travail de ce vendredi à la présidence de la République revêt une importance capitale pour l'exécutif et les partenaires sociaux. Après avoir remercié ses hôtes pour l'ouverture au dialogue, Patrice Talon fait observer qu'en 2016, son gouvernement a hérité d'une situation très difficile. Presque 94 milliards qui vous étaient dus. Le pays tel qu'il fonctionnait et les revenus dont dispose le pays et les revenus qu'on peut même projeter ne donnaient aucun espoir. Mais le ciel nous aidant et les Béninois dans leur ensemble faisant ce qu'il faut depuis, parce que le pays est davantage au travail, le pays fait des efforts, le gouvernement a un peu plus de moyens que même ce que nous avons prévu en arrivant. Cela de notre mérite commun, cela de votre mérite, du mérite des travailleurs, des Béninois tout entier. Nous parvenons à honorer partiellement les engagements au-delà de notre espoir au début. Les conséquences des engagements pris par les gouvernements précédents sont lourdes financièrement, mais le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts. Nous avons pris l'engagement de les honorer automatiquement au jour le jour. Pour ce qui concerne les incidences financières de ces engagements-là. Et effectivement, depuis notre arrivée, les corrections, les reclassements, les ajustements des salaires sont désormais faits automatiquement et les paiements des salaires correspondant à ces ajustements-là sont devenus automatiques depuis. Je peux dire que nous avons fait l'effort, nous, d'assurer le paiement régulier de tout ce qui est dû aux travailleurs depuis que nous sommes là. Ce n'est pas rien. Et je voudrais qu'il soit confirmé que nous le faisons. On a apuré également par plus de la moitié des dettes antérieures à notre arrivée et nous avons accumulé aucune dette à l'endroit des pensionnés depuis. Ces éléments-là, est-ce que cela est bien conforme à ce que vous savez? Ces éléments, vous pouvez les vérifier au niveau du Trésor, savoir que nous payons. Et nous avons payé à date d'aujourd'hui 52 milliards. Depuis notre arrivée, la revalorisation des pensions est désormais chose acquise et les pensions sont payées automatiquement sur la base de cette revalorisation.
Désormais, toutes les pensions sont payées automatiquement sur cette base-là. Mais 49 milliards étaient dus aux pensionnés au titre de cette revalorisation indiciaire de 25%. Des 46 milliards qui étaient dus, que nous sommes venus trouver, nous avons payé 26 milliards 700. Et nous n'avons aucune dette vis-à-vis des pensionnés à l'issue de cette revalorisation. Ainsi, on note que sur près de 94 milliards de dettes envers les travailleurs, le gouvernement a déjà payé à ce jour 52 milliards. De même, pour 49 milliards de dettes envers les retraités, près de 27 milliards ont déjà été payés. À cela s'ajoute près de 7 milliards de primes exceptionnelles de motivation aux agents de la santé et 1 milliard de francs CFA de primes de risque. Soit au total, sur 173 milliards de francs CFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards ont effectivement été payés, soit plus de 50% de niveau de paiement. Les partenaires sociaux ont salué les efforts fournis par le gouvernement, mais ils souhaitent qu'il fasse mieux. On sent qu'il y a un effort qui a été fourni. Près de 50%, sinon plus de 50% des dettes payées, c'est important. Et sur les 173 milliards, nous constatons qu'il y a encore environ 86 milliards à payer. Alors, moi, ma doléance serait qu'au-delà de l'effort fourni par le gouvernement actuellement, de 1 milliard mensuel, que nous puissions discuter et voir si le gouvernement peut fournir un peu plus d'efforts. Quand on crie pour dire qu'il faut revoir le SMIC ou bien le point indiciaire, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Quand on fait le point, le gouvernement a payé plus de 87 milliards déjà de dettes. Et on ne peut que vous en féliciter. Sur le milliard mensuel que le gouvernement paye depuis quelques mois pour apurer les arriérés, nous avions souhaité, en rencontrant le ministre des Finances, que le gouvernement puisse mieux communiquer là-dessus, de façon à faire une planification. Que l'on puisse dire, par exemple, que le milliard du mois d'octobre va servir à payer tel arriéré de telle année. Ça permet donc à tous les travailleurs de savoir patienter, en comprenant que leur tour viendra certainement, et ça permet de faire savoir exactement ce qui se passe par rapport au paiement des arriérés. C'est très appréciable. Et je crois que j'ai fait partie donc de la délégation qui a rencontré en son temps le ministre des Finances. C'était au cours de la commission permanente de négociation gouvernement central syndicale que nous avons eu l'information et nous avons demandé à rencontrer le ministre des Finances, qui nous a aussitôt reçus pour nous donner le contenu de ces 1 milliard qui sont prévus pratiquement tous les mois. Nous devons vous en remercier et d'encourager le gouvernement à en faire davantage. Ces travailleurs qui viennent vers nous et qui posent le problème, quand ils sont satisfaits, n'arrivons pas à être informés. Donc, heureusement, il y a ces satisfactions de nos doléances que nous ne savons pas et que cette réunion que vous avez initiée nous a encore éclairé sur ce que le ministre des Finances nous a dit quand nous avons entendu que des milliards se passaient chaque mois pour régler les dettes. C'est déjà reluisant que ces travailleurs aient satisfaction. Le gouvernement fait l'effort, en plus de l'apurement des dettes, de ne plus en accumuler. Nous sommes en mesure, donc avec cette volonté, rentrant dans le cadre de l'effort exceptionnel que nous sommes en train de faire dans cette période-ci. Nous allons au secours des entreprises, nous allons au secours des plus faibles, nous allons au secours de la santé, nous pouvons également aller au secours des travailleurs qui également sont impactés. Les travailleurs peuvent avoir l'impression qu'on ne fait rien pour eux, à raison, même s'ils sont les moins concernés. Mais les effets indirects frappent également le panier et la poche des travailleurs. Bonne nouvelle, Patrice Talon annonce la prise en charge par son gouvernement avec effet immédiat des dettes de 15 milliards découlant des engagements pris avant 2016 et qui n'étaient pas encore payés jusqu'à ce jour, à savoir les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. Moi, je peux vous dire que nous allons payer, nous allons solder, dès peut-être la fin de ce mois, nous allons positionner les 15 milliards sur les comptes des travailleurs. Quand on est conscient que l'effort est producteur, l'effort nous permet de nous en sortir, on sent moins les effets de l'effort, on souffre moins de l'effort. Et si nous pouvons passer ce message à nos concitoyens,
chacun autour de lui. Pas seulement aux mandants, aux familles, aux amis, aux proches. Ensemble, nous ferons les efforts qu'il faut pour sortir de la situation difficile dans laquelle le Bénin se trouve depuis les indépendances et nous allons, au fil du temps, jour après jour, mieux construire notre bien-être. Et je veux, pour ma part, vous féliciter, pas en tant que syndicaux, mais en tant que citoyens. Je voudrais, à travers vous, adresser vraiment mes félicitations aux Béninois, aux travailleurs, aux salariés, aux non-salariés, parce que si nous parvenons à faire ces efforts, c'est bien parce que le pays entier nous donne les moyens de le faire. C'est bien parce que notre économie est de plus en plus solide. Les recettes de l'État sont de plus en plus solides et durables. C'est bien pour ça que vous avez vu, malgré Covid, malgré la fermeture des frontières avec le Nigeria, l'État fait face à ses obligations d'engagement et même aux surprises. Tout cela n'est possible que parce que les Béninois, dans leur ensemble, pris globalement, font les efforts qu'il faut, comprennent les enjeux d'une nouvelle dynamique par laquelle nous allons rompre avec nos travers, avec le passé, pour définitivement construire notre pays sans attendre impérativement une aide extérieure. Les partenaires sociaux ont souhaité que de telles rencontres se pérennisent. Effectivement, cette décision gouvernementale est fortement saluée par les travailleurs rencontrés dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Ils sont interrogés par Lunaïk Agbazaou et Bruno Rotekwa. C'est une très bonne nouvelle. Qui va entendre parler de l'argent et qui ne va pas se réjouir? Et surtout, c'est l'effet immédiat là, qui me réjouit. Moi, déjà à la fin de ce mois, je crois que beaucoup de fonctionnaires vont compter quelques sous pour pouvoir faire face surtout aux charges de l'année scolaire, aux charges de la fête de fin d'année. Les familles, toutes les familles vont être impactées, même les commerçants vont avoir leur part. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est incontestablement une bonne nouvelle. Quelqu'un qui vous doit et qui décide en fin de parcours de vous payer vos dettes, on ne peut qu'applaudir. Et donc nous sommes très satisfaits de cette nouvelle que le gouvernement a donnée. Ce que nous disons là, dans quelques jours, nous devons pouvoir le sentir sur nos fiches de paye. Je crois qu'en tant que travailleur, j'applaudis. C'est un grand pas parce que c'est quand même 15 milliards. C'est 15 milliards de dettes. Et à en croire ce que le ministre des Finances a expliqué, c'est que les 15 milliards représentent l'entièreté de cette catégorie de dettes. Ça veut dire que le gouvernement a fait l'option de tout payer d'un coup. Et je pense qu'il y a longtemps que nous avons atteint ce niveau donc, de paiement des dettes salariales. La décision me réjouit parce qu'on attendait ça depuis toujours. Depuis 2016, les travailleurs n'ont plus connu d'avancement et ils n'ont plus droit à leurs arriérés. Donc, ces arriérés vont nous aider, étant soit peu, dans notre souffrance quotidienne. Avec sa bonne foi, il essaie de nous écouter. On ne peut que le féliciter. On doit pouvoir remercier le chef de l'État, applaudir cette décision gouvernementale qui est une surprise positive d'ailleurs pour les syndicats et pour tout le peuple béninois, ce qui va permettre d'une manière ou d'une autre à avancer dans, je dirais, dans les négociations. En tant que travailleur, on doit pouvoir se sentir heureux et fier d'avoir un président comme ça qui pense réellement au développement et également au développement des acteurs qui pensent le développement de notre pays. Il a décidé de ce qu'on doit pouvoir servir l'État et non se servir soi-même. Nous voyons tout ce qui se passe dans le pays, les chantiers qui sont ouverts, les réformes qui sont en cours. Et si malgré tous ces investissements, le gouvernement pense encore au bien-être des travailleurs, on ne peut que dire merci. Merci vraiment au chef de l'État. C'est celui qui n'a pas étudié un peu la macroéconomie, qui ne peut pas comprendre. On ne peut que les tirer chapeau et leur dire merci, et les féliciter, et les encourager à continuer sur cette lancée. Ils nous ont derrière eux et nous serons toujours avec eux pour les soutenir. On dit bravo. Je suis très satisfait de ce qui a été annoncé et j'espère que les camarades vont comprendre que nous devons continuer de rester dans le syndicalisme intelligent qui permet de discuter avec l'employeur, qui permet de le convaincre d'aller de l'avant par rapport à nos revendications. C'est quelqu'un, il est de parole. Lorsqu'il le dit, il le fera. Vous allez voir les jours qui vont suivre cette décision qui va rentrer dans sa phase active. Certains ont pensé que Talon avait tué les organisations, mais en réalité, je vois une franche collaboration et
les jours meilleurs sont devant les travailleurs. Et en tant que syndicat, je retiens que cette nouvelle est la preuve que le dialogue social peut apporter de la matière à nos revendications. Et si le gouvernement peut rester dans cette logique-là, d'être à l'écoute de nos revendications, d'être à l'écoute de notre ouverture d'esprit, on peut espérer que sur les autres questions essentielles, qui sont des urgences sociales également, que nous puissions avoir la même attitude de la part du gouvernement. Et parlons maintenant de cette séance de travail entre l'administration douanière et les opérateurs économiques basés à Parakou. Ces derniers jours, il y a eu quelques incompréhensions entre ces différentes entités, les douaniers d'une part, et puis de l'autre côté, les commerçants étrangers installés à Parakou. Eh bien, la séance a permis d'aplanir les divergences et de retrouver la sérénité. Bertin Adibu. 91 13 13 13. Appelez. Ça, c'est le numéro vert de la douane. Et je suis le premier à décrocher. Si je suis occupé et que je ne décroche pas, on peut faire l'essai, c'est un autre qui va décrocher. Initiative du directeur général de la douane et placée sous l'autorité du préfet du Borgou, cette séance de travail a valeur à la fois de clarification et de précision. Clarification en ce sens que les administrations douanières et fiscales ne s'acharnent contre aucune communauté vivant au Bénin. Précision parce que dans l'exercice de la mission régalienne que leur a confié l'État, aucune de ces administrations ne saurait faire preuve de laxisme ou céder à des compromissions. C'est donc dans cette logique que les disciples de Saint Matthieu ont saisi tout récemment à Parakou un chargement en contrebande. Les réactions et commentaires qui s'en sont suivis sur la toile ont vite fait de jeter de discrédit sur la douane béninoise, ce qui ne devait pas être le cas. En lieu et place d'un ou de deux magasins que la douane a fermés, qu'on dise que la douane a fermé tous les magasins, c'est extrêmement grave. Et ce que les uns et les autres ne comprennent peut-être pas, c'est que le code des douanes, ce n'est pas que des sanctions pécuniaires. Il y a aussi des sanctions pénales. Je ne parle pas pour faire peur, mais c'est de mon devoir de rappeler la réglementation, de sensibiliser les collègues, de créer un cadre de concertation entre les opérateurs et les douaniers que nous sommes, et que chacun sache quelles sont ses obligations et quels sont ses devoirs vis-à-vis de l'autre. Les performances de l'administration douanière depuis 2018 sont telles qu'on ne saurait divulguer sur les réseaux sociaux des informations tendant à ternir son image ou à la décrédibiliser. Il faut donc savoir raison garder en cas de revendication de quelques droits, tout en privilégiant le dialogue. Le commerce n'a pas d'identité. Parce que ici à Parakou, il n'y a pas Ibo, il n'y a pas Fond, il n'y a pas Nordis. Si vous êtes opérateur économique, il faut développer des comportements vertueux et ne pas mettre votre origine devant comme si pour vous victimiser. Si vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, je parle à mes frères opérateurs économiques, je ne vais pas utiliser le mot Ibo. N'importe quelle situation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, veuillez saisir la CCIB. Nous sommes une institution fêtière et nous sommes là pour défendre les intérêts des opérateurs économiques. C'est ce que vous devriez faire et on n'en serait pas là aujourd'hui à cette séance. Le préfet du Borgou abonde dans le même sens et va même plus loin. La dernière fois, à notre séance, j'ai eu à évoquer la délicatesse des relations entre leur pays d'origine, donc les Ibo, et le nôtre. Nous n'allons pas souhaiter que des actes soient posés qui plombent davantage donc, ces relations. Je voudrais donc souhaiter que nos frères puissent vraiment comprendre que ce qui se fait, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est dans l'intérêt de tous. Nous n'avons pas à vous brimer, nous n'avons pas à vous persécuter. Des réformes sont en cours, certes, qui suscitent des grincements de dents, mais c'est pour la satisfaction de l'intérêt général, vous devez le comprendre. Donc je voudrais que nous puissions vraiment prendre de la hauteur, à faire en sorte que nous travaillions la main dans la main pour le bien de tous. Invités à la séance de travail de Parakou, les maires sont conviés à jouer leur partition
pour aider les douaniers de plus en plus victimes d'actes d'incivisme de la part des populations au cours de certaines de leurs descentes sur le terrain. Notre présence a été sollicitée pour nous faire comprendre et nous faire prendre toute la hauteur, et notre contribution est attendue par rapport à la sensibilisation nécessaire qu'il faut faire à la population. Nous sommes des maires, nous sommes à la base, nous avons besoin véritablement d'accompagner la douane parce que c'est des fruits de la douane que nous vivons. D'ailleurs, nous allons reprendre une séance avec tous les maires du Borgou pour prendre ça au sérieux et dire que nous prenons l'engagement d'aider la douane à faire son travail pour que, en retour, que nous ayons l'accompagnement nécessaire que l'État va faire au niveau des communes. L'ambiance conviviale qui a caractérisé les échanges augure d'un lendemain meilleur dans la collaboration entre les différents acteurs du tissu économique et les disciples de Saint-Matthieu. Pour l'élaboration des stratégies et des plans de développement en République du Bénin, la Direction générale des politiques de développement vient de rendre disponible un nouveau guide dont l'édition est soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement. Il a été officiellement lancé, donc ce guide en présence du ministre en charge de la digitalisation et également le ministre d'État chargé du plan. William Aguiar pour le compte-rendu. Un guide au service des personnes physiques et morales responsables de l'élaboration des politiques publiques. C'est une boîte à outils pour orienter la prise en compte des dimensions transversales dans le processus de la planification. Je voudrais nous inviter tous à nous approprier le contenu de ce document, car il s'agit bien d'un guide indispensable pour l'élaboration des documents de planification et répondant aux normes internationales les plus rigoureuses. Ce document est désormais à la disposition des acteurs en charge de la réflexion stratégique et de la conception des politiques de développement en République du Bénin. Les différents ateliers techniques qui ont précédé la cérémonie de ce jour ont permis à la Direction générale des politiques de développement de recueillir les amendements et commentaires des acteurs clés que vous êtes, ce qui a débouché sur la présente version que nous espérons contribuera à l'amélioration des choix stratégiques et leur opérationnalisation. L'édition du guide en question a bénéficié de l'accompagnement technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Et je ne serais pas surpris que des pays de la sous-région viennent s'abreuver à l'expérience du Bénin, comme ils l'ont fait pour plusieurs initiatives passées. Je voudrais saisir cette opportunité pour recommander fortement l'utilisation de ces guides à tous les niveaux, que ce soit à niveau local, déconcentré, national, sectoriel, dont l'utilisation systématique aidera les cadres nationaux et les autres parties prenantes et à élaborer des politiques bien conçues pour un développement durable au service des peuples et des nations. C'est la référence unique en matière d'élaboration des politiques et stratégies. Le Conseil des ministres l'a reconnu comme tel en l'adoptant en sa séance du 12 février 2020. Le directeur exécutif du Millennium Challenge Corporation était au cabinet du ministre de l'Énergie au menu des échanges. Les résultats obtenus par le Bénin dans le cadre du deuxième compact du Millennium Challenge Account. Dona Jean-Claude Oussou et Sin Cancross ont parlé aussi des contraintes liées à la pandémie du Covid-19 et qui influencent les projets. Ghislain Boguet. Sin Cancross et Dona Jean-Claude Oussou ont échangé sur tout ce qui lie les États-Unis d'Amérique à la République du Bénin dans le cadre du deuxième compact du Millennium Challenge Account. We are satisfied. As I say, we've had a tremendous... Nous avons discuté avec Son Excellence Monsieur le ministre Oussou des avancées enregistrées dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. Nous avons travailler ensemble dans le cadre du deuxième compact qui va avoir un effet positif sur 10 millions de Béninois. Nous sommes contents et satisfaits du travail acharné effectué par le gouvernement. Nous félicitons le ministre et le gouvernement dans son entièreté pour le travail fait. Le deuxième compact est lié au domaine de l'énergie. Les résultats obtenus par le gouvernement dans l'amélioration de la qualité de l'énergie électrique, de sa fourniture et de sa disponibilité ont été évoqués.
au cours de cette audience. Nous avons fait le tour d'horizon de tout ce qu'on a pu réaliser et de tout ce qui reste à faire. Grâce à ce compact, je crois que la structure du système électrique du Bénin va définitivement changer et arriver à être véritablement le socle de développement socio-économique de notre pays. Le Bénin tient à gérer les 375 millions de dollars US qui constituent l'apport du peuple américain avec efficience. La pandémie du coronavirus a modifié les plans et les chronogrammes. Dona Jean-Claude Oussou s'est entretenu avec Sin Kem Cross de la nécessité de prendre en compte cet état de choses. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le dernier centime de dollar soit utilisé pour la cause commune qui est l'amélioration du système électrique. Alors, la pandémie de la Covid-19 aidant, ça ralentit un peu un certain nombre de projets, mais nous avons fait un plaidoyer auprès du PDG pour qu'il prenne en compte cette dimension de la pandémie et essayer de nous rallonger aussi à la fois en temps et puis en pépette, comme on dit. Les deux personnalités sont satisfaites de leurs échanges. Retour sur la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale, occasion pour la rédaction de faire un zoom sur l'impact des réalisations du gouvernement sur le monde rural à travers l'électrification de 2016 à aujourd'hui. De nouvelles localités ont été touchées par le programme d'électrification rurale. La femme rurale, elle est au cœur du programme d'action du gouvernement à travers le ministère de l'Énergie via l'électrification rurale. La feuille de route qui nous a été donnée par le président de la République accorde une part importante à l'électrification rurale et à travers l'électrification rurale, c'est la femme rurale, en tout cas, à qui on apporte les moyens en fait d'améliorer ses conditions de vie. La traduction en actes concrets de ce pan du programme d'action du gouvernement a eu des effets immédiats. Notre ministre a gagné un prix à la fin de l'année 2019, je crois, sur l'implication des femmes dans le secteur de l'énergie. Tout ce qui est fait au ministère de l'énergie, et je peux me réjouir de ça, nous avons même une direction de genre ici qui permet de prendre en compte la place de la femme dans tout ce que nous faisons dans le secteur de l'énergie. Sur le terrain, les sources de fourniture de l'électricité sont variées. Les énergies conventionnelles, solaires, le biogaz et autres ont permis de 2016 à nos jours de toucher environ 845 nouvelles localités, soit 1 400 000 personnes. Je crois que ces projets ont pour objectif non seulement d'apporter de la lumière, mais aussi et surtout de l'énergie qui amoindrit les souffrances de nos femmes, et particulièrement la femme rurale, mais également de voir comment, à travers le reboisement que certaines initiatives de Pana Énergie met en place, de faire en sorte que la femme ne soit plus obligée systématiquement d'aller chercher du bois. L'énergie que nous apportons également dans le cadre du solaire, c'est aussi une manière aussi efficace d'éviter les problèmes, je dirais, médicaux générés par les fumées inhalées par la population rurale. Dans la plupart des cas, de l'obscurité à la lumière, la liesse populaire est justifiée. Le 15 octobre, quand on célèbre la femme en milieu rural, c'est une réelle opportunité, non seulement pour ces femmes, mais aussi pour tout acteur du secteur des énergies renouvelables, parce que grâce aux femmes rurales, on pourrait connaître le développement et l'éclosion des énergies renouvelables. La volonté du gouvernement est totale dans le secteur de l'énergie en général, mais dans le sous-secteur de l'électrification rurale,
il y a une volonté, une détermination et un engagement au plus haut niveau de l'État pour faire en sorte que les années à venir se voient encore concrétiser beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres actions pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en général, mais et surtout de la femme rurale en particulier. Pour le ministre Donald Jean-Claude Ossou, plusieurs autres projets sont en cours de mise en œuvre au profit de la femme rurale. Le programme d'appui au secteur du développement rural PASDER de la coopération suisse au Bénin ce programme a procédé cette semaine à la remise officielle des motos et matériel informatique aux organisations socio-professionnelles des agriculteurs et éleveurs. Ce geste vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces dernières entités sur le terrain afin de faciliter le bon déroulement des activités de la phase 3 du programme. Océdien Adeleke. Ces motos flambant neufs, accompagnés de matériel informatique, sont offerts par la coopération Suisse-Bénin aux organisations socio-professionnelles d'éleveurs et d'agriculteurs des départements du Borgou, Alibori et de l'Atakora Donga. Ce geste, évalué à 142 490 000 de francs CFA, est destiné à faciliter le bon déroulement des travaux de la phase 3 du programme d'appui au secteur du développement rural. La mise en œuvre des 2 phases de ce programme a donné pas mal de résultats satisfaisants. Et fort de ces résultats, la coopération suisse a non seulement renouvelé sa confiance aux acteurs pour la continuité de ce programme, mais a opté pour l'extension à d'autres départements du Nord. L'objectif poursuivi par le programme entre en ligne de compte des objectifs du plan stratégique du développement du secteur agricole, PSDSA 2017-2025, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et de son plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce matériel additionnel, il est nécessaire parce qu'on élargit la zone géographique de 2 à 4 départements du Nord. Donc, on rajoute la Takora et la Donga sur la Libori et Borgou. On y arrive de 12 à 27 communes. La tâche qui nous attend est immense et dure pour mériter toujours la confiance de ses partenaires. Pour cela, nous disons merci à notre partenaire privilégié. Je vais nommer la coopération suisse au Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, est satisfait du geste. Il est de votre devoir, si vous vous aimez vous-même, pour sortir de la précarité, de la pauvreté, d'utiliser ces moyens, aussi modestes soient-ils, pour changer votre vie et contribuer à révéler le Bénin. Le gouvernement du président Talon ne demande pas autre chose. Nous-mêmes, nous partons au front. Les partenaires qui veulent et qui sont convaincus avec nous des programmes que nous avons tracés et qui sont prêts à rentrer dans les rangs pour s'arrimer à nos projets et programmes, nous les prenons à 2 bras. Le programme d'appui au secteur du développement rural, PASDER, est l'un des 5 programmes de domaine stratégique, développement économique rural, de la coopération suisse au Bénin. Son objectif est d'amener, d'ici à l'horizon 2027, les exploitations familiales, agricoles, pastorales et d'artisans à contribuer durablement au développement socio-économique en vue de la réduction de la pauvreté dans sa zone d'intervention. Désormais, tout acte posé par un élu local peut faire l'objet d'une plainte par les populations dans les tribunaux de second degré. La chose est possible grâce à la création des chambres administratives. Eh bien, les élus locaux du Koufo étaient à cet effet à une séance de sensibilisation. Jean-Claude James. Tribunal de première instance d'Aplaoué, point de ralliement des élus locaux du Koufo, le temps des échanges au sujet des chambres administratives. La juridiction administrative a été créée pour faire respecter le droit par les administrations et réparer les dommages que celles-ci
auraient pu causer. Chers élus locaux, cette rencontre vient donc à point nommé pour vous dire que désormais, vos décisions pourront être déférées devant le tribunal d'Aplaqué par vos administrés. En clair, plus rien ne sera comme avant. Le préfet du Koufo le confirme et attire l'attention des élus. L'activation, chers amis, mesdames, messieurs, des chambres administratives au niveau des tribunaux de première instance, de second degré, est une véritable opportunité. Je dis bien une véritable opportunité pour l'amélioration de la réalisation des droits humains. Cela demande plus de rigueur aux élus locaux dans la prise de leurs actes. Les élus, l'autorité, qui doivent plus que jamais embrasser la bonne gouvernance dans tous les secteurs de développement. Mes amis, lorsque, en passant, je fous mon pied dans un caniveau et je me brise donc la jambe, je peux me plaindre contre le maire. Je voudrais témoigner aussi ma profonde gratitude au chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence le Président Patrice Talon, au garde des Sceaux aussi, pour les dispositions utiles en faveur de l'opérationnalisation des chambres administratives dans les juridictions de fond. Les chambres administratives, des juridictions de proximité où les professionnels du droit qu'on doit y rencontrer doivent être des juges spécialisés. Les candidats au concours de recrutement d'élèves agents militaires ont pris part à l'épreuve sportive dans le département du Koufo. Le préfet était à la cérémonie de lancement pour encourager ces jeunes qui rêvent de faire carrière dans l'armée. Écoutons Christophe Megbedji, préfet du Koufo, à la fin de la cérémonie, au micro de Jean-Claude James. 28 minutes, vous devez finir. Je suis très content de l'équipe, d'abord qui a préparé ce concours, et de toute l'équipe qui s'est occupée donc du déroulement du concours. Et vous, les journalistes, vous avez vu vous-même. Et les enfants se sont battus. Et ceux qui sont arrivés dans le délai de 28 minutes ont été retenus. Vous avez vu qu'ils sont là. On est en train de les enregistrer. Je voudrais leur souhaiter une très bonne chance. C'est de l'emploi que le gouvernement du président Patrice Talon a voulu leur donner. Vous savez que nous ici, dans le Koufo, nous embrassons la bonne gouvernance. On n'est pas là pour faire ceci. Mais on n'est pas Jésus, on n'est pas Dieu. C'est des choses qui se sont passées à notre insu que les gens nous les révèlent. Mais on a tout suivi. Vous m'avez vu moi-même, je suis là, avec des DPR, tout le monde, on était là, on suivait tout jusqu'à la fin. Et donc, tout s'est bien passé. Je souhaite une très bonne chance à ces enfants-là. Je souhaite qu'ils soient vraiment performants à l'écrit et que demain, et puis les retrouver parmi vraiment les militaires de ce pays-là. Les enfants qui avaient l'habitude de bien courir et qui n'ont pas pu vraiment s'en sortir aujourd'hui, je leur demande de ne pas se fâcher. Si le gouvernement veut bien organiser encore un concours militaire, et bien évidemment, ils seront encore dans la course et ils vont passer. Atelier d'évaluation des obstacles et insuffisances aux droits des personnes vulnérables dans la riposte contre la pandémie de l'épidémie de tuberculose au Bénin. Eh bien, c'est une initiative de la coalition des organisations de la société civile du Bénin pour la couverture universelle en santé. L'objectif est d'asseoir les stratégies pouvant permettre de gagner la lutte contre la tuberculose. Christelle Tongolo.
Parmi les facteurs qui empêchent les malades d'aller aux soins, il y a la stigmatisation, l'inégalité de genre et la discrimination. C'est une analyse du Fonds mondial qui demande aux pays d'adopter une approche pragmatique en vue de lutter contre certaines maladies, dont la tuberculose. C'est la raison de cette réunion d'experts, dont le but est de lever les obstacles et insuffisances liés aux droits des personnes souffrant de la tuberculose. Nous offrons des soins. Les soins de la tuberculose sont des soins gratuits. Mais malgré cela, on se rend compte que les gens ne viennent pas. On se rend compte que les gens viennent, ils n'arrivent pas à suivre toutes nos recommandations pour en guérir. Et par conséquent, on se rend compte que les mentalités également dans la population par rapport à cette maladie sont encore difficiles. Et il nous faut donc revoir ces points sur lesquels notre stratégie de lutte a un peu de difficulté pour pouvoir les années à venir les recentraliser et mieux aborder les barrières, notamment les problèmes de stigmatisation. Pour diagnostiquer ces cas manquants de malades, le CRG va servir d'outil de recensement en permettant d'actualiser les données liées aux facteurs clés identifiés. L'approche nouvelle Community Right Gender vise l'équité et s'attaque aux facteurs structurels, socio-économiques liés aux droits de l'homme et au genre de la maladie et assure la participation significative des personnes concernées et des communautés. Aujourd'hui, les données sont déjà collectées par rapport aux différents domaines d'évaluation, dont le droit, dont le genre, dont la stigmatisation, donc les populations clés vulnérables, parce que fondamentalement, c'est elles qui constituent les cas manquants qui ne viennent pas aux soins afin que nous soyons au rendez-vous. Et nous allons commencer bientôt le traitement quand même des données pour quand même aller à une proposition au PNT, et ce rapport sera également validé. Le Bénin veut conjuguer au passé l'endémie de la tuberculose pour le bien-être de sa population et pour être au rendez-vous de 2030 pour ce qui concerne les ODD 3 en matière de la santé. Il s'agit donc de la riposte à l'endémie de la tuberculose. La ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a tenu une séance d'échange et d'orientation avec les 10 meilleurs au baccalauréat de cette année. Plusieurs sujets ont fait l'objet de cette rencontre, notamment les critères d'octroi de la bourse d'excellence. Reportage. Un tête-à-tête de plus de 3 heures d'horloge a permis à ces nouveaux étudiants d'en savoir un peu plus sur les critères d'attribution de la bourse d'excellence, le choix de leur filière et leur établissement d'accueil. Une rencontre qui aura été bénéfique aux yeux des jeunes bacheliers et de leurs parents. Cette rencontre était vraiment très instructive et très utile pour nous parce que, puisque nous sommes les meilleurs du Bénin, il nous faut une orientation très correcte pour que nous puissions assurer notre avenir et également développer notre pays dans le futur. Donc avec la ministre et toutes les autorités, nous avons reçu de très bons conseils et actuellement nous sommes assez éclairés pour pouvoir prendre en charge notre avenir et assurer le développement de notre très cher pays, le Bénin. La ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé aux bénéficiaires de cette bourse la nécessité pour eux de revenir servir leur pays après leurs études. Occasion également pour elles de leur prodiguer quelques conseils. L'État a payé les enseignants qui vous ont formés. L'État a mis des intrants au niveau des écoles, les subventions, a mis tout ça là, les salaires. Vous voyez des milliards, ce que ça fait pour l'État. Et après, vous avez donné un résultat. Un résultat est sorti de ce processus et le résultat est brillant. Il est bon. Et l'État se dit, bon, ceux-là, nous n'avons pas toutes les compétences. On ne va pas s'arrêter de si bon chemin. Nous allons vous donner la possibilité d'aller encore de l'avant, d'aller ramener encore beaucoup d'expertise, approfondir ce que vous avez comme génie en vous, le révéler. Selon vous, mes chers amis, la finalité serait quoi? De partir pour ne pas revenir ou bien finalement d'être redevable un peu à l'ensemble des richesses de ce pays
qui donc a servi à cela. Donc l'État a pris déjà ses responsabilités et va donc travailler à ce que l'environnement soit meilleur pour vous amener à revenir, même s'il faut vraiment vous encourager, motiver d'une certaine façon. Le bachelier doit s'engager à suivre la formation définie comme prioritaire par le gouvernement. Être au classement national parmi les 10 premiers au baccalauréat des séries scientifiques de l'année en cours avec la mention très bien. Être âgé de 20 ans au plus au 31 décembre de l'année d'obtention du baccalauréat. Suivre effectivement les activités académiques dans la filière retenue. La bourse nationale d'excellence pour des études universitaires hors du Bénin est octroyée à tous les bacheliers remplissant ces conditions. À présent, nous allons vous proposer les informations du web, les échos du web cette semaine. C'est avec Maurice Tantan. 5 ans après le 14 octobre 2015, les Béninois se souviennent de Mathieu Kérékou. L'anniversaire du décès de l'ancien président de la République était l'occasion pour évoquer les qualités de l'homme de la Révolution et de la Conférence nationale. Repos éternel au général Mathieu Kérékou. Son héritage et sa mémoire ne seront jamais effacés. Un héros national porté en triomphe malgré lui. Prenant les réseaux sociaux à témoin, de nombreux internautes ont encore rendu hommage à Mathieu Kérékou. Les élèves du lycée militaire des jeunes filles de Natitengu se sont recueillis au mausolée de l'ancien président. Les images révèlent sans doute pour la première fois à certains l'intérieur de la dernière demeure où repose le caméléon depuis le 12 décembre 2015. Au Nigeria, une contestation est née sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant des agents d'une unité de police spécialisée dans la lutte contre la criminalité en train de tuer un homme à Ugweli, une ville du sud du pays. Le mouvement a rapidement pris de l'ampleur, notamment grâce à la mobilisation des célébrités du pays derrière le hashtag EndSARSNow. Des chanteurs comme Asha, Runtown, Wizkid et Burna Boy ont ainsi appelé les Nigérians à descendre dans la rue à travers leurs pages sur les réseaux sociaux. Plus à l'est, au Cameroun, le gouvernement a mis en place un nouveau système de collecte des taxes sur les téléphones et tablettes. Le système impose depuis le 15 octobre aux utilisateurs de téléphones et tablettes de s'acquitter directement des droits de douane afférents à ces produits pour un montant équivalent à 33% de la valeur à l'usine de l'appareil concerné. Pour les consommateurs, la pilule ne passe pas et la nouvelle suscite beaucoup de débats et de réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs utilisent les hashtags EndPhoneTax et EndPhoneTaxBrutality pour montrer leur désapprobation à l'égard de cette nouvelle méthode de collecte de taxes sur le mobile. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à demain.